Le bonheur de la campagne, le bonheur du sud-ouest, le bonheur de la campagne des régionales souffle à nouveau après Alain Rousset, le président du conseil régional d'Aquitaine la semaine dernière. Un autre air avec notre invité que je vous laisse ce soir de nous présenter Jefferson des Sports, puisqu'après tout la politique c'est votre travail à sud-ouest. Alors Thierry, oui, nous accueillons aujourd'hui Virginie Calmels, la candidate de la droite et du centre pour la présidence de la future grande région Aquitaine. Vous êtes également adjointe de l'ANJP. Exactement, on va y venir, vous inquiétez pas, la région on va en parler. Mais pour finir de vous présenter, vous êtes également adjointe à Alain Juppé à la mairie de Bordeaux et femme de télévision, bien entendu. Pour ceux qui l'ont oublié, vous avez dirigé Endemol France, vous avez aussi exercé d'importantes responsabilités à Canal+. Et avant de revenir sur la région, votre thème favori, juste quelques mots à la femme de télévision que vous êtes. Que femme d'entreprise, si ça vous ennuie pas, parce que femme de télévision, c'est les gens qui sont dans le poste. Bon. Moi, j'ai jamais été dans le poste. Pendant 20 ans, j'ai dirigé des groupes. Adressons-nous à la femme d'entreprise. Peut-être pour commencer, simplement un mot sur cette chaîne Canal+, qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui et que ça reprise en main par un homme d'entreprise que vous devez forcément comprendre, Vincent Bolloré. Juste rapidement, avant de revenir sur la région, on va revenir sur la région après. Hein. Oui, on parlera de la région. Cette rentrée vous me rassurez, parce que j'ai l'impression toujours que vous avez envie de me parler d'autre chose. Quel est votre regard sur cette rentrée médiatique dans cette chaîne dont on parle beaucoup aujourd'hui? Vous croyez vraiment que ça intéresse les téléspectateurs alors que vous m'invitez comme candidate régionale ici? Donc, non, mais je vais vous répondre. On a besoin de vous connaître, c'est ça aussi. C'est se faire connaître, c'est aussi ça la politique. Pour me faire connaître, moi je vais vous résumer rapidement ce que j'ai fait. Ça fait 20 ans que je travaille en entreprise et je suis tout nouvellement rentrée en politique parce que comme beaucoup de citoyens, j'ai envie d'être acteur plutôt que spectateur et de porter une ambition en politique avec un profil complètement différent. Après, honnêtement, Canal+, je l'ai dirigé. J'avais 31 ans. J'en ai été directeur financier, directeur général adjoint et directeur général délégué. J'ai quitté Canal+ il y a plus de 10 ans. Je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, mon regard, il est vraiment celui d'une femme engagée en politique qui n'a pas forcément envie de parler du destin d'une chaîne, même si elle est importante, mais que j'ai quitté il y a plus de 10 ans. Voilà. Les Guignols, c'est fini. C'était un peu l'édito politique d'une certaine France, en tout cas, pendant des années. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que les politiques qui font des choses sérieuses ne se prennent pas au sérieux et qui méritent aussi d'être caricaturés, comme peuvent l'être, et que c'était comme peuvent l'être d'autres personnages publics, que c'était un lieu d'humour, de caricature et un peu de dérision, et qu'à ce titre, cette émission avait sa place et a occupé une place majeure dans le paysage audiovisuel français. Après, moi, vous savez, j'ai été directement à négocier avec les Guignols. On n'a pas toujours été d'accord, et notamment sur le prix même de cette émission, qui était un prix important, un coût important pour la grille. Mais je pense que c'était une émission qui aura vraiment marqué son temps et qui d'ailleurs devait se poursuivre. Je crois qu'elle se poursuivra. Encriptée, voilà, mais je ne suis pas exactement ce qui se passe sur la chaîne Canal+. On tourne la page et on arrive au régional par des voies détournées. Vous allez voir en premier reportage, Virginie Calmels, d'une actualité aussi brûlante que révélatrice. C'est ça qui est intéressant. Des chrétiens d'Orient sont arrivés ici pour fuir la guerre en Irak. Ils sont aujourd'hui réfugiés à Bordeaux. Une rencontre que vous propose Sandrine Mancipose. Tout réapprendre au quotidien, à commencer par s'exprimer dans une autre langue que sa langue maternelle, c'est désormais le quotidien de la famille Al-Thomas. Cette famille chrétienne d'Orient a quitté l'Irak il y a quelques mois pour rejoindre la France. J'ai été persécuté dans mon pays, bien avant Daesh. J'ai toujours eu au fond de moi le souhait de quitter l'Irak, mais avec l'arrivée de Daesh, je n'ai plus eu le choix, c'était la mort ou partir. À 56 ans, c'est d'abord à pied que Saba quitte son pays, accompagné de sa femme et de ses 2 enfants. Récupérée par une voiture, la famille gagne le Kurdistan avant de rejoindre le Liban puis la France. Un exil pour assurer l'avenir de sa famille et notamment celui de ses enfants. J'étais en dernière année à la faculté, j'ai pas pu présenter l'examen. J'ai tout perdu. Mon avenir est là et je vais devoir tout refaire ici, reprendre des études, repartir de zéro. Aujourd'hui, c'est à la paroisse Saint-Louis des Chartrons que la famille est hébergée, une famille qui a pu compter sur le soutien de la communauté dès son arrivée. Mon épouse et moi, on a essayé de les accompagner pour aller faire leurs courses, pour leur montrer comment prendre le tram, les bus, les magasins, de connaître le sud et le nord, l'est et l'ouest. Et là maintenant, ils se débrouillent tout seuls. Et puis quand ils ont besoin de quelque chose, même aussi dans la paroisse, parce qu'ils n'arrivent pas à se comprendre entre eux, là, donc ils m'appellent par téléphone, j'arrive aussi à faire la traduction, ou mon épouse aussi. Et voilà, donc maintenant ils arrivent à se débrouiller pratiquement à 50% seuls, quoi.
À 50% pour l'instant, mais d'ici quelques mois, la famille Altoma pourra se débrouiller de façon totalement autonome et emménager en ville, laissant vacant l'appartement de la paroisse. Un logement qui ne restera pas vide bien longtemps car ici, on envisage déjà d'accueillir une seconde famille. Voilà, c'est un reportage intéressant parce qu'il est révélateur. La question des réfugiés est révélatrice. Elle nous tend un miroir. Elle tend un miroir aussi à la classe politique que vous venez de rejoindre. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse que la classe politique en France ou en Europe, où vous voulez, amène à cette problématique ? Vous voyez, à Bordeaux, nous avons décidé lundi dernier un grand rassemblement des élus. J'y étais, comme beaucoup d'autres élus. Ce qui était intéressant, donc un rassemblement autour de la défense des chrétiens d'Orient. Ce qui était intéressant, et je crois que c'est un peu exemplaire en la matière, c'est d'arriver à faire une union sacrée. Justement, c'est pas les politiques là qui se rassemblent, c'est des hommes et des femmes qui sont soucieux à un moment donné d'apporter, si on le peut, et de soutenir des prises de position, notamment en faveur des réfugiés. Je pense. C'est vrai qu'à Bordeaux, on l'a vu, on l'a senti, on l'a entendu. Hein, oui. Mais Michel Delaunay était là, Alain Juppé était là, Yohann Tharys bien évidemment aussi, ou Nathalie Delatte de l'UDI, le MoDem, les Républicains et Michel Delaunay. C'était intéressant d'avoir cette belle photo parce que justement on dépasse les clivages politiques. Mais c'est un peu une exception, Bordeaux. Le pays est très déchiré quand même et certains vont en profiter. C'est probable. Une fois encore, vous me posez la question en tant qu'élu. Je suis élue à Bordeaux. Je pense qu'on peut être fier qu'à Bordeaux, justement, sur ces questions-là, on l'avait vu aussi, je m'en rappelle très bien, étant à Bordeaux lors du défilé après l'affaire Charlie Hebdo, de passer un peu ces clivages pour nous réunir sur des questions essentielles de cette nature. Je pense que c'est tout à la hauteur des élus bordelais. Justement, Virginie Calmels, pour revenir sur cette question et les régionales, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui en vous recevant, est-ce que vous craignez pas que cette question des réfugiés n'entre dans le débat des régionales et ne fasse finalement le jeu du Front National ? Alors vous, qui êtes tête de liste, vous serez peut-être amené à vous positionner, en tout cas à entrer dans ce débat-là. Vous savez, je crois qu'à un moment donné, les citoyens, ils attendent de nous qu'on gouverne en responsabilité. Moi, je brigue donc la présidence de cette très grande région, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, pour y faire quelque chose, pour porter une politique différente de celle qui a été menée par les socialistes dans ces trois régions, depuis 18 ans en Aquitaine, 12 ans en Poitou-Charentes et près de 30 ans en Limousin. Voilà, moi je pense qu'on a beaucoup à faire en termes de chômage, de développement économique et de gestion même de cet exécutif régional de plus de 8000 salariés. Et je crois qu'il ne faudra pas parasiter cette élection régionale sur les prérogatives régionales avec tout un tas de sujets. Certains le feront peut-être. Moi je crois que c'est pas ni le lieu du débat, ni même je crois que les citoyens sont lassés de cette politique politicienne qui viserait à utiliser un événement de l'actualité pour des intérêts. Oui, je crois que ce serait pas très sain. Et alors là justement, entrons dans le vif du sujet plutôt de cette campagne régionale. Vous avez parlé de gestion, vous avez rappelé qu'il y avait 8500 salariés concernés par cette élection aussi. Vous dénoncez notamment la gestion socialiste du Conseil régional d'Aquitaine et donc celle de son président sortant, Alain Rousset. Or, à la mairie de Bordeaux, votre majorité a voté pour 2015 une augmentation de 5% des impôts locaux. Alors ma question est simple, comment ferez-vous mieux, comment pouvez-vous affirmer que vous ferez mieux que la gestion socialiste? Et je rappelle juste, si je vous pose la question, que les finances des conseils régionaux dépendent aussi en grande partie des dotations de l'État, qui elles aussi diminuent. Voilà. Alors écoutez, c'est une question très intéressante parce que je vais vous expliquer ce que moi j'ai fait en tant qu'élue bordelaise toute nouvelle. Si vous regardez le même conseil municipal où on a voté probablement le budget de la mairie, il faut regarder ce qui est dans mon périmètre. Vous comprenez bien que je ne suis pas aujourd'hui aux affaires et qu'il y a un certain nombre de choses qui sont les conséquences d'un côté des investissements bien antérieurs à mon arrivée et de l'autre des baisses de la dotation de l'État que subissent les maires et qu'ils ont subi très brutalement, ce qui a conduit Alain Juppé à augmenter les impôts. Mais en ce qui me concerne, parce que vous savez, les gens parlent beaucoup, moi ce qui m'importe c'est les actes et ce qu'on fait. Moi j'ai réduit dans mon petit secteur qui est le développement économique, qui est la délégation qu'Alain Juppé m'a confiée pour la ville de Bordeaux, à la fois les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement
fonctionnement. Je n'ai pas attendu un mandat pour le faire. J'ai attendu quelques mois, c'est-à-dire je suis arrivée aux élections et on a voté ça en septembre. Et moi, voyez-vous, dans mon domaine d'activité, j'ai décidé de faire plus avec moins. Vous pourrez aller regarder. Vous êtes dans une majorité, vous êtes solidaire d'une majorité. Et là où je voulais en venir, c'est que le levier fiscal est un levier. Je crois que vous faites de la politique, vous êtes journaliste politique, vous êtes habitué à la classe politique. Mais moi, je ne fais pas partie de cette classe politique-là. Donc, vous n'allez pas essayer de m'enfermer dans « Ah, c'est difficile, vous faites partie ». Je vous explique simplement que je crois que quand on est une femme d'entreprise qui brigue une responsabilité, il faut avoir une forme de crédibilité de ce qu'on avance. Et les citoyens jugeront s'ils ont envie de faire confiance à quelqu'un qui a géré pendant 20 ans des entreprises en plutôt optimisant la performance sans nécessairement devoir toucher à l'emploi, notamment ce que j'ai pu faire chez Endemol. Vous savez, j'ai fait croître la marge opérationnelle de 5 points en 5 ans sans du tout diminuer les effectifs. Au contraire, en continuant à embaucher. Et en cela, j'ai été promue directrice générale monde de la première entreprise de production audiovisuelle. Donc, si vous voulez, je pense que j'ai un bilan. J'arrive en politique, c'est un autre monde pour moi. La seule chose que j'essaye de faire, c'est d'appliquer des règles très simples de gestion, de bon sens. Et je les ai appliquées directement dans le cadre de ma délégation. Et j'ai changé un certain nombre de modes de fonctionnement à la mairie de Bordeaux, en travaillant par exemple en mode projet, en baissant à la fois l'investissement et le fonctionnement, les coûts, pour justement essayer de faire plus avec moins. Et je crois que ce n'est pas une fatalité de croire qu'on augmente les impôts ou qu'on augmente la dépense publique. Et justement, j'appliquerai cette méthode au Conseil régional qui en a bien besoin parce que lui, ses dépenses de fonctionnement n'ont fait que croître avec x4 dans les effectifs. Il y a trop de salariés au Conseil. Il y a trop de salariés. Il faut en supprimer. Vous savez, je crois que les citoyens sont des gens intelligents et qu'il faut qu'on arrête de leur parler comme s'ils ne comprenaient pas la réalité des choses. Ouais. Vous avez un gouvernement qui a décidé une réforme territoriale en fusionnant 3 régions. Le but de tout ça, faut pas se le cacher, c'est d'essayer de baisser la dépense publique parce que c'est quand même l'objectif. Ce qui ne sera pas le cas dans les 2-3 prochaines années. Toutes les études le montrent, y compris votre président sortant l'a dit. Non, mais le président sortant n'a cessé d'augmenter la dépense de fonctionnement. Donc je ne doute pas qu'il explique qu'il ne sera pas capable de la baisser. Je vous dis que c'est quelque part une façon de travailler différemment, de changer de logiciel. C'est pas une fatalité de dire que la dépense de fonctionnement va continuer de croître. C'est une volonté politique et de courage. Comment on baisse une dépense? Comment vous allez faire? Vous allez supprimer des emplois. Mais c'est dans les conseils régionaux. C'est là où je crois que vous n'avez pas compris. Non, mais on vous demande c'est pour ça qu'on vous invite, pour que vous nous expliquiez. Il faut que vous compreniez ce qu'est la performance d'une entreprise. Mais tous les chefs d'entreprise de France et de Navarre, vous savez, les commerçants, les artisans, les TPE, les PME, ils comprennent ce que je dis parce que eux, tous les jours, ils le font. C'est pas forcément de s'attaquer à l'effectif. Et ça tombe bien, puisque, on le sait tous, les fonctionnaires ont, de ce point de vue-là, des prérogatives qui font qu'on ne peut pas... Vous avez raison, les gens sont intelligents, ils savent très bien qu'aujourd'hui, quand on dit on va restructurer, on va faire des économies, on vire les gens. C'est pour ça qu'il y a 3,5 millions de chômeurs. C'est comme ça qu'on commence, en général, pour rationaliser dans les entreprises. Mais mon Dieu, mais non, Thierry Guillemot. Pas du tout. Les chefs d'entreprise, avant de toucher à l'emploi, ils ont déjà fait le maximum qu'ils pouvaient faire sur toutes les autres lignes de coûts. Et c'est une vision un peu archaïque, avec le CDI et réclamer à corps et à cri une capacité plus simple de pouvoir licencier. Mais parce que, une fois encore, vous êtes sur des débats très anciens. C'est-à-dire d'essayer de protéger le salarié, protégerait l'emploi. Tous les schémas qui fonctionnent, c'est-à-dire ailleurs, ont donné un peu plus de flexibilité pour justement accroître l'emploi. Et d'ailleurs, pourquoi aujourd'hui le gouvernement socialiste n'inverse pas la courbe du chômage? Pourquoi M. Alain Rousset, qui pense avoir un bon bilan, a le pire taux de chômage Je voudrais terminer une démonstration quand même, puisque en Aquitaine, on est à plus 5,4% de chômage sur les jeunes, c'est-à-dire le pire taux en France. Pourquoi? Parce qu'on mène une politique socialiste. Cette politique ça n'a pas tout à fait les mêmes chiffres par rapport à la France, et l'Aquitaine se tient plutôt bien. Et là, sur le chômage des jeunes, plus 5,4%, c'est l'INSEE qui le dit, c'est pas moi. Mais on ne va pas faire des débats de chiffres. Moi, je vous explique simplement, la politique socialiste en matière d'emploi et d'économie n'est pas satisfaisante. Vous êtes tout à fait libre en tant que journaliste indépendant
indépendant et pas du tout militant de penser le contraire. Mais moi, je vous le dis, je crois que les Français sont d'accord avec moi. 5,4, vous avez raison, et c'est 4,6 pour la France. Merci beaucoup. Ça, vous voyez, je connais... Non, mais je vérifie, attendez. Merci. En attendant, c'est une politique socialiste à laquelle je n'adhère pas, parce que je suis une chef d'entreprise qui a les deux pieds dans le réel, qui, comme beaucoup de gens qui travaillent, n'est pas d'accord avec le fait, et c'est ce que fait la politique socialiste, c'est-à-dire de dire donnez-nous plus d'argent public, c'est une déclaration de mon opposant socialiste, et nous inverserons la courbe du chômage. Pour inverser la courbe du chômage, il faut au contraire donner de la liberté aux entreprises. C'est quand les entreprises ne seront pas assaillies de normes, de réglementations, d'impôts et un carcan fiscal et social extrêmement contraignant. Enfin, il sera assez grand pour se défendre quand il sera là en débat avec vous. Mais lui ne dit pas donner plus d'argent, il disait mieux d'argent aux entreprises, aux PME. Allez-y. Si vous me permettez, une fois encore, les entreprises et les PME, elles ne demandent pas de l'argent. C'est pas ce qu'elles demandent en premier. Ça, c'est une politique qui ne marche pas. Il y a une fois encore dire, tiens, on va faire un chèque. Et en l'occurrence, si on prend le Conseil régional en Aquitaine, d'accord, 70% des subventions allouées aux entreprises, elles sont allouées aux entreprises industrielles. Vous savez combien l'industrie représente dans l'économie ? 9%. Donc ça veut dire que le Conseil régional d'Aquitaine soutient les grandes entreprises industrielles à 70% des subventions allouées, les TPE, les PME, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, tout ça, c'est laissé pour compte. Donc on n'a pas la même vision de l'économie et on n'aura pas la même politique économique. C'est ça que je vais défendre. Et moi, je vous le dis, je fais partie de ces Français qui pensent qu'il y a un autre chemin possible. Oui, et que je ne suis pas pour les emplois aidés, je ne suis pas pour l'économie administrée, je suis pour qu'on réduise la dépense publique. Et c'est à la portée de tous, parce qu'une fois encore, vous ne me laissez pas le temps de développer, mais c'est pas la réduction des effectifs. Vous savez, les fonctionnaires... C'est l'usine du futur. Alors, vous savez, l'usine du futur. Il faut relancer la productivité. Excusez-moi, je finis sur la réduction de la dépense publique. L'usine du futur, ça n'a rien à voir. Là encore, on est sur 9% de l'économie. Je vous parle là maintenant du management d'un conseil régional et du fait d'aller chercher de l'efficacité et de baisser de la dépense publique. C'est l'objectif d'une réforme territoriale comme le gouvernement le porte. Quand on dit « Ah ben ça va coûter plus cher, mais il faut changer de métier », parce qu'on ne va pas demander aux citoyens de continuer à payer davantage d'impôts. Il faut quand même que les politiques intègre que ce n'est plus possible, que les citoyens en ont assez et qu'il va falloir améliorer l'efficacité. Et améliorer l'efficacité, c'est quoi? C'est éviter les doublons, c'est mieux répartir les responsabilités sur l'ensemble d'un territoire, c'est passer au XXIe siècle avec notamment le numérique et c'est, je l'annonce, ne pas remplacer par exemple des fonctionnaires qui partiront à la retraite. Ça, c'est une façon, effectivement... C'est une proposition de Nicolas Sarkozy qui a été... C'est une proposition aujourd'hui de bon sens. Quand on fusionne 3 régions, ça va être compliqué de dire on va continuer à augmenter le recrutement des fonctionnaires. Le but, c'est d'éviter les doublons. Vous avez 3 régions, vous y avoir 3 directions financières, 3 directions des ressources humaines, 3 directions de l'agriculture. Il va bien falloir en faire qu'une. Donc, il faut mieux allouer le travail, mais surtout, ces fonctionnaires, il faut leur redonner l'envie de travailler parce que quand vous voyez les taux d'absentéisme, ça veut dire qu'il y a un mal-être, il y a un problème de management, il y a un problème de respect de ces personnels, il y a un problème de reconnaissance de leur travail pour leur redonner envie. Et là, on a des gains de productivité qui passent pas du tout par la suppression d'emplois, qui passent simplement par une modernisation du fonctionnement même d'un appareil qui est une collectivité majeure à 8000 agents. Donc ce que vous dites, pour revenir là-dessus et conclure sur ce thème-là qui est important, vous ne remplacerez plus un départ sur 2 à la retraite au Conseil régional. Je n'ai pas dit un départ sur 2, j'ai dit que je pense qu'il y a un moment où effectivement il ne va pas falloir remplacer les fonctionnaires qui partent à la retraite. Vous avez une idée plus précise parce que ça va faire partie sans doute de vos axes de campagne. Oui, j'ai une idée assez précise, ça dépend de la pyramide des âges. Si on regarde à peu près en Aquitaine, il y a peut-être une centaine de fonctionnaires qui vont partir à la retraite et il ne faudra probablement pas les remplacer. Oui, parce que là encore, on ne va pas pouvoir expliquer aux gens, dormez braves gens, il va rien se passer. On fusionne 3 régions. Il faut parler vrai, y compris aux fonctionnaires. Et il faut parler vrai aux citoyens. On ne peut pas continuer à empiler de la dépense publique, à recruter davantage de fonctionnaires alors qu'on essaye d'optimiser, de fusionner, d'apporter un meilleur service aux citoyens, mais pour un coût plus bas. Là encore, pardon, mais que le taux d'absentéisme au Conseil régional d'Aquitaine soit après plus de 35 jours quand il est à 11 ou 15 jours dans le privé, c'est pas une fatalité. C'est peut-être que
ces personnels ont besoin aussi qu'on leur donne des objectifs, de l'envie, de la reconnaissance et qu'on les remette dans le plaisir de rendre le service public qu'ils ont envie de rendre, parce que sinon vous vous engagez pas dans une collectivité comme ça. Peut-être une autre précision, Virginie Calmels, sur l'accompagnement, la compétence économique, qui est l'un des enjeux majeurs des régions. Et donc ça, c'est clairement votre domaine. Vous avez parlé de l'emploi industriel en disant que finalement les subventions, les aides étaient mal distribuées, si on vous suit bien. Elles sont pas mal, elles sont fléchées sur l'industrie. Je pense que l'économie, c'est plus large que l'industrie. Là où je veux en venir, donnez-nous une proposition forte en matière d'accompagnement économique des entreprises. Ce serait quoi? Brièvement, le temps tourne, mais qu'on comprenne bien. Par exemple, ce serait d'éviter que ces aides qui vont demeurer, parce que là encore, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une forme de continuité dans la politique d'un conseil régional, et puis il y a des choses qui vont être radicalement différentes. Il y a des choses qui peuvent se poursuivre. En attendant, moi, je ne veux pas continuer à flécher 70% des aides sur l'industrie, donc ça veut dire une répartition différente qui va s'adresser plus aux artisans, aux commerçants, aux TPE, aux PME. Ça veut dire une accessibilité à ces subventions, ça veut dire une simplification, pour la faire courte parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est que vous savez, quand on a des règlements d'intervention qui sont extrêmement complexes, évidemment, ça en élimine beaucoup qui peuvent... Vous savez, si vous demandez sur le territoire aquitain combien de petites entreprises ont essayé d'obtenir une subvention de la région, je pense que ce sera rapide. Aucune, d'accord? C'est très compliqué, c'est très lourd, c'est très difficile et donc ce n'est pas accessible. Donc si je dois vous répondre très brièvement, une mesure, c'est la simplification et la transparence pour permettre à des petites entreprises d'accéder, elles aussi, aux subventions éventuelles du Conseil régional. C'est vrai qu'on n'a pas trop de temps et vous savez ce que coûte l'argent à la télé. En tout cas, je ne vais pas vous montrer le reportage qu'on voulait vous montrer. Vous voulez vous montrer un reportage sur des chauffeurs Uber Pop. La modernisation, les choses comme elles vont. On va passer directement à une autre question. J'ai regardé votre agenda de campagne. Vous allez visiter c'est une question de politique politicienne, bien sûr. Vous allez visiter ces jours-ci en Dordogne une unité de méthanisation. Oui, pourquoi pas. Oui, c'est intéressant. Ce sont des agriculteurs, on recycle le méthane, etc. Et ça m'a interpellé parce que la semaine dernière, Alain Rousset nous a parlé de méthanisation. Alors j'ai regardé ce que c'était ce truc, la méthanisation, et je me suis rendu compte que cette unité de méthanisation avait été montée par la région Aquitaine et l'ADEME avec de l'argent d'Alain Rousset qu'il avait tenu. Mais arrêtez de dire de l'argent d'Alain Rousset, c'est terrifiant. Alain Rousset avait dit, moi je voudrais... Excusez-moi, non, attendez, laissez-moi finir ma question. Alain Rousset avait dit... L'argent d'Alain Rousset, mais c'est l'argent des citoyens. C'est l'argent des citoyens qui est bien utilisé puisqu'il a créé une unité de recherche et de production écoutez, je pense que les téléspectateurs doivent s'amuser de voir deux journalistes indépendants qui sont plus militants que les militants du PS. Vous êtes en train de m'expliquer que l'argent du Conseil régional est l'argent d'Alain Rousset. Je suis en train de vous expliquer. Vous savez, c'est un déni de démocratie. Moi, je ne vous explique rien du tout. Je vous demande pourquoi vous allez visiter cette usine de méthanisation, cette entreprise de méthanisation. Plus généralement, il se trouve que, comme ça vous a pas échappé, cette région est très grande, 12 départements, beaucoup de différences d'un département à l'autre, des prérogatives économiques importantes. Je m'intéresse à l'ensemble des secteurs de l'économie de cette grande région et évidemment sur l'ensemble des territoires. Donc contrairement peut-être à d'autres, moi je vais un peu partout. J'ai fait les 12 départements avant même le 15 juillet. Je suis allée partout. Je ne traite pas certains départements mieux que d'autres. Je considère qu'il y a partout des savoir-faire et des talents. Et d'ailleurs, je plaide pour une organisation très décentralisée des centres de décision de cette grande région. Après, il est absolument logique que j'aille voir des agriculteurs. Alors, ça peut être des agriculteurs dans le domaine du bio, ça peut être des agriculteurs qui ont effectivement réussi leur reconversion via la méthanisation. Mais il n'y a pas, c'est pas de la politique politicienne que de dire que telle entreprise qui aurait reçu des subventions ou des aides de la région, moi je ne pourrais pas y aller. C'est une manière de valider cette initiative, de vous y rendre. Mais attendez, c'est la question, c'est une faisons simple. Ouais. Est-ce que quand la région vient en soutien de certaines entreprises, elle a tort? La réponse est non. Enfin, je suis une femme d'entreprise qui suis là pour défendre l'emploi. Je pense que des gens ont tous, à un moment donné, comme préoccupation
l'emploi, pas uniquement l'emploi, et il faudra en parler aussi, le bien vivre dans cette grande région. Mais excusez-moi, ce serait complètement ridicule que de considérer que telle entreprise, enfin j'étais il n'y a pas très longtemps chez Dassault, parce que Dassault aurait reçu une subvention de la région, moi, adjointe au maire de Bordeaux, ou future candidate, ou futur président de la grande région, pourquoi, je pourrais pas aller chez Dassault reste dans la région? Ça n'a aucun Pourquoi sens. est-ce que Dassault et des entreprises de ce type, qui sont très performantes, restent dans la région? Parce qu'il y a un savoir-faire. Ouais. Et donc ça, c'est essentiel, et c'est d'ailleurs ce que je voudrais remettre au cœur même de notre plan d'action, parce que moi c'est ça qui m'intéresse, hein, c'est pas la campagne, c'est ce qu'on va faire pendant 6 ans pour réellement répondre aux attentes des citoyens. C'est qu'il y a des savoir-faire sur notre territoire, il y a des compétences, il y a des gens de talent, il y a des entrepreneurs de talent, il y a des gens qui tous les jours se lèvent le matin pour travailler et créer de la richesse. Et notre devoir de politique, c'est simplement de les accompagner, de leur faciliter la vie et de leur permettre de se développer quand ils le peuvent, de grandir, de se mettre à leur service en apportant le meilleur service pour que tout ça aille mieux et plus loin et plus vite. C'est ça notre devoir. Voilà, donc on a ces talents-là sur la région. On a notamment aussi d'excellentes universités. On aura 180 000 étudiants sur cette grande région. On sera la première région agricole d'Europe. On a une façade atlantique de 720 kilomètres de long de littoral. C'est pas rien tout ça. Tout ça, ce sont des atouts qu'il va falloir porter bien plus loin, et le politique se doit de l'accompagner. C'est ça, il faut avoir un peu d'humilité et se dire que c'est ça notre rôle, d'être un accompagnateur, un facilitateur. Excusez-moi de vous dire que la politique socialiste menée dans ce pays, et la politique y compris menée par les 3 régions socialistes actuelles, c'est pas du tout dans le sens ni de la simplification, ni de faciliter la vie, parce que nous n'avons pas la même vision de la flexibilité du travail, vous en avez parlé tout à l'heure, ou de ce qu'il faut apporter en termes de management. Voilà, quand vous lisez le fameux livre de Zoé Shepard, ça donne pas envie d'aller au Conseil régional d'Aquitaine. Ben, c'est un problème de management. Moi, je crois qu'il y a des choses qui ont peu changé. Je crois, et je vous avoue que si j'ai fait ce parcours un peu atypique, hein, d'abandonner l'entreprise pour une forme de mission, d'engagement personnel, de se mettre au service des autres, c'est parce que je crois que sinon, c'est très triste et on se dit, on laisse continuer une situation qui n'est pas satisfaisante. Et je pense que les citoyens aujourd'hui, vous savez, ils ne sont pas satisfaits de la France dans laquelle ils vivent, de la région. On a des atouts majeurs dans cette région. Il y a des choses fantastiques, mais on peut faire beaucoup mieux. Et on peut aussi essayer de moins prélever d'impôts sur les gens, de baisser la dépense publique et d'accroître l'efficacité. Merci Virginie Calmès, on vous a laissé finir, hein. Vous avez vu qu'on a parlé de la région. Beaucoup. Vous avez un emploi du temps chargé, vous allez avoir pas que la méthanisation, vous allez voir l'ASCO 4 aussi. Ben aussi, parce que c'est passionnant et c'est de la culture. Et ça aussi, c'est des retombées économiques du tourisme culturel qui sera vraiment un atout majeur de notre région. Avant un week-end en Corrèze. Merci Jefferson des Sports, merci à tous, à bientôt.